nous recevons. Il est le co-coordonnateur de FIPU Alternative Citoyenne, qui est une initiative politique citoyenne portée par des personnalités de la société civile, des mouvements politiques et des membres de la société civile. Avec Mohamed Sao, nous allons aborder un certain nombre de questions ayant trait à la politique nationale, à l'actualité, et puisque nous nous dirigeons vers la présidentielle de 2019, nous allons chercher à savoir ce que FIPU Alternative Citoyenne propose aux Sénégalais pour transformer ce pays. Mohamed Sao, bonjour et bienvenue à CNews. Bonjour, monsieur Fred Atayodi. C'est un plaisir renouvelé que de me retrouver dans vos murs, puisque l'année dernière, vous m'aviez interviewé à la veille des élections législatives dans le cadre de l'alliance que nous avions constituée qui s'appelait Assemblée Bignibege, où nous étions essentiellement avec des organisations de la société civile, plus 2 partis politiques. Donc c'est un plaisir de venir dans le nouveau contexte du Sénégal, discuter, me donner l'occasion de vous présenter notre initiative politique citoyenne, qui est une plateforme composite, comme vous l'avez si bien dit. En tout cas, c'est un plaisir partagé et nous vous réitérons nos remerciements d'être venus. Pour commencer, FIPU Alternative Citoyenne, pourquoi cette nouvelle coalition? On en a déjà suffisamment dans le pays. Pourquoi cette nouvelle? Qu'est-ce qu'elle apporte de différent? Il n'y en avait pas. Je vous remercie. C'est une question très intéressante. Des coalitions, il n'y en a pas suffisamment, comme vous dites, parce qu'elles sont changeantes. Les coalitions se créent au gré des événements. Les coalitions que vous avez au moment des élections locales, que vous avez eues au moment des élections locales, ne sont pas les mêmes que celles que vous avez observées lors des dernières élections législatives. Et là, pour la prochaine échéance qui se profile à l'horizon, à savoir l'élection présidentielle de février 2019, il y a des coalitions, mais aussi à côté de coalitions, des alliances et des fronts. Parce que le vocable coalition est un peu chargé politiquement, puisqu'en règle générale, ce sont des forces qui se coalisent pour aller à la conquête du pouvoir, et quand on dit des forces, en règle générale, ce sont des organisations. Ici, il ne s'agit pas d'une coalition. FIPU n'est pas une coalition. FIPU est, comme son nom l'indique, comme vous l'avez si bien dit, une initiative politique citoyenne. S'il y a les 2 vocables, politique et citoyenne, c'est pour marquer un peu les composantes de cette initiative, puisque vous l'avez dit, il y a des organisations, qu'elles soient politiques, des partis politiques notamment, ou citoyennes, organisations de la société civile, mais aussi des personnalités individuelles indépendantes. Donc c'est un large front qui se veut patriotique. Il est composé de qui, ce large front? Mais comme je viens de vous le dire, à l'heure actuelle, nous avons 18 organisations qui la composent. Parmi ces 18 organisations, vous avez quasiment 12 à 13 partis politiques. Le reste étant constitué d'organisations de la société civile et de mouvements citoyens. À côté de ça, nous avons aussi des personnalités indépendantes qui ont participé à sa création. Nous avons beaucoup d'adhérents qui sont des individus, qui faisaient partie jusqu'ici de la majorité silencieuse. Mais ce qu'il faut dire, c'est que au niveau de ceux qui ont participé à la création de l'initiative, les personnalités indépendantes sont des personnalités de premier plan, perçues véritablement comme des leaders d'opinion ou des porteurs d'enjeux, comme on le dit. Si on peut connaître un peu leur profil, qui sont-ils, et même des mouvements politiques ou citoyens, c'est qui? Oui, je commencerai par là où j'avais terminé, les personnalités indépendantes. Nous avons un peu de tout, hein. Il ne faut pas croire que ce soit simplement des intellectuels ou des cadres. Puisque si vous regardez l'appel qui avait été lancé en avril dernier au moment de la création de l'initiative, vous aviez parmi les signataires initiaux un certain nombre de profils différents.
Vous aviez là-dedans des chefs d'entreprise, vous aviez là-dedans des experts internationaux, comme moi qui vous parle, vous aviez là-dedans des cadres d'entreprise, vous aviez là-dedans aussi des mécaniciens, dont 2 mécaniciens qui sont parmi les mécaniciens qui sont sur la VDN, là, à Dakar. Vous avez des artisans, et bien entendu, vous avez des enseignants, vous avez des cadres moyens, vous avez même des chômeurs. Et bien entendu, des universitaires, des professeurs d'université. Au niveau des organisations, je vous citerai pour commencer la nôtre, le Sénégal Bi Ñu Bëgg, qui est l'une des organisations qui a participé à la création de l'initiative, qui était à l'origine avec d'autres personnalités indépendantes. Et puis, je peux citer, même si en cours de route, il y en a qu'on n'a plus revu, mais au départ, nous avions une forte personnalité comme Alioune Tine, nous avions une forte personnalité comme Modignan, et nous avions aussi des gens que l'on connaît, qui ont occupé des postes à l'international, qui sont revenus. Nous avons une dame qui s'appelle Daba Fall, une ingénieure agronome, qui est dans les organisations. Nous avons un monsieur qui s'appelle Ouri Diallo, qui est aussi un ancien inspecteur du Trésor, qui était à la Banque mondiale et ensuite à la BID. Nous avons des professeurs d'université, etc. Nous avons bien entendu, j'aurais dû commencer par lui, monsieur Mamadou Ndoye. Mamadou Ndoye, qui était l'un des dirigeants de la LD de l'époque et qui est l'un des, je sais tenter de dire, parrain de la LD Debout, la Ligue démocratique Debout, celle qui a fait scission avec la LD historique ou traditionnelle, c'est selon. Et donc lui, il est là en tant que personnalité indépendante, même si la LD Debout est membre de l'initiative. Ça, c'est pour les personnalités. Pour les organisations, donc, nous avons Sénégal Bi Ñu Bëgg, nous avons la coalition des 3C, Coalition citoyenne pour le changement, nous avons Label Sénégal, du professeur Alassane Kitane, qui écrit beaucoup, qui a un blog. Nous avons beaucoup de mouvements, l'ENEN ak ñeneen, du professeur Ibrahima Silla, etc. Je ne vais pas trop citer parce que, et pour ce qui est des partis politiques, que ceux que j'aurais oubliés m'excusent, parce que au pied levé comme ça, cité. Nous avons donc la LD Debout, dont je viens de parler, qui est là. Nous avons Bess Douniak aussi. Oui, si vous voulez donner des noms. LD Debout, le secrétaire général s'appelle Souleymane Gueye Cissé. Donc Bess Douniak, c'est Serigne Mansour Sy Djamil. Vous avez le RND de Diallo Diop Blondin. Vous avez Taxaw Tem du professeur Ibrahima Fall, qui est en ce moment coaché par Bouba Diop. Vous avez Yoonu Askan Wi de Madieye Mbodj. Vous avez Cheikh Bamba Dièye, merci beaucoup, FSDBJ, j'aurais même dû commencer par lui, parce que non seulement il fait l'actualité, mais il fait partie des premiers partis politiques qui ont véritablement adhéré. Il n'a même pas adhéré, il fait partie des initiateurs, des signataires initiaux, puisque vous avez dû le constater, lors de notre première conférence de presse, il était l'un des 2 principaux animateurs de cette conférence de presse. Mohamed Salsao, on a compris un peu de qui est composée cette nouvelle initiative que vous portez, qui s'appelle Ficou Alternative Citoyenne. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait un diagnostic dans votre appel de la situation du pays? C'est une vision du développement basée sur les mauvais choix économiques, l'absence d'une politique sociale, la paupérisation croissante des populations, la persistance, voire l'aggravation du chômage, les attaques contre les droits et libertés, entre autres. Qu'est-ce que vous proposez réellement et qui va faire que vous allez réussir à réaliser l'alternance en 2019? Merci beaucoup Fred, merci M. Atayoudi. Je me rends compte que vous avez bien lu notre appel, parce qu'effectivement vous avez véritablement ramassé, synthétisé le diagnostic qui avait été réalisé à ce moment-là. Il faut savoir que nous sommes en train de peaufiner, comme on dit, notre programme alternatif.
et que ce diagnostic-là est beaucoup plus pointu et fouillé que celui qui figurait dans l'appel, lequel diagnostic de l'appel a été décliné, hein, vous en doutez bien. Et à partir de ce diagnostic en cours de finalisation, disons que c'est le programme en lui-même qui est en cours de finalisation, vous avez ce diagnostic-là, résumé, et vous avez un certain nombre d'axes qui ont été identifiés pour pouvoir apporter des réponses aux questions soulevées par le diagnostic. Nous avons identifié 4 axes, étant entendu que les 4 axes comportent chacun un certain nombre de secteurs, de volets ou de domaines. Lesquels sont-ils? Le premier axe, il a trait au développement économique et social et à l'amélioration de la gestion des finances publiques. Dans cet axe-là, vous avez à la fois les questions inhérentes à l'amélioration, à la maîtrise du cadre macroéconomique du pays, mais aussi tout ce qui a trait aux stratégies sectorielles, à leur approfondissement, à leur perfectionnement et à leur articulation. Qu'il s'agisse, quand on parle de stratégie sectorielle, vous en doutez, qu'il s'agisse de l'industrie, qu'il s'agisse des transports, qu'il s'agisse même de l'emploi perçu comme secteur, puisque nous parlons de développement économique et social. Le deuxième axe, à côté de cet axe développement économique et social, et qui en est une, je serais tenté de dire une résultante, c'est l'axe qu'on a appelé pour l'instant, hein, sous réserve bien entendu de la validation du travail en cours de la commission qui est chargée de l'élaboration de ce programme. Ce deuxième axe, nous l'avons appelé développement humain durable et bien-être social. Ce sont ici toutes les questions relatives à l'amélioration des conditions de vie des populations, à l'équité sociale et à l'amélioration de la qualité de la vie. Avec les questions... L'équité sociale par les politiques de redistribution, par la mise en place d'une véritable politique de partage des fruits de la croissance, puisqu'on nous dit qu'on a une croissance inclusive, mais nous n'en voyons pas, les populations n'en ont pas vu les effets, et donc nous pensons qu'il est question de véritablement adresser ces questions-là en termes de politique redistributive. Et quand on parle de politique redistributive, bien entendu, vous posez aussi la question de la réflexion sur le système fiscal pour éviter, bien entendu, pour essayer de corriger, pour corriger, pas essayer de corriger, pour corriger les distorsions et les inéquités. Ensuite, à côté de ça, qualité de la vie, toutes les questions liées à l'assainissement, à la ville, à la gestion de la ville, à la question foncière, l'occupation des terres, tout ça c'est là-dedans, et bien entendu les questions d'environnement, hein, notamment l'appropriation du littoral, notamment les déprédations constatées au niveau forestier, les ressources forestières, etc. Toutes ces questions-là seront adressées dans cet axe-là. Le troisième axe, c'est l'axe qu'on a appelé, qui est un axe très prisé des Sénégalais, parce que souvent quand on parle de réformes, les gens se focalisent sur les réformes institutionnelles. Vous l'avez compris, nous, moi dans ma présentation en tout cas, je ne préjuge pas de ce que sera l'ordre de présentation dans notre programme alternatif, mais les questions institutionnelles viennent en troisième position dans mon exposé. C'est peut-être parce que nous pensons que la finalité du cadre institutionnel est une finalité d'aménagement d'espace et de facilitation de l'atteinte des objectifs en termes de développement économique et social. Et de ce point de vue-là, cet axe institutionnel comporte un certain nombre de volets, essentiellement deux. L'un qui a trait
à ce qu'on a appelé les réformes institutionnelles, avec à la clé une révision constitutionnelle, parce que nous avons pensé que le référendum de mars 2016 n'était pas suffisamment ambitieux, puisque le chef de l'État avait choisi 15 points sur les propositions de la CNRI, du projet de la CNRI. Nous avons dit que nous allons remettre à plat cette révision constitutionnelle-là, et pour arriver à refonder l'État sur la base d'une nouvelle constitution. Toutes les questions qui y sont adressées sont relatives à des propositions que le régime actuel n'a pas voulu faire siennes, notamment les questions de double fonction, les cumuls de mandats, la notion chef de l'État, chef de parti, toutes ces questions-là, l'opportunité de la moralisation de la vie publique à travers la création d'une autorité de régulation, le fonctionnement des partis politiques, etc. À côté de ça, il y a un deuxième, vous voyez que je dis que ça c'est un secteur qui intéresse beaucoup de gens, vous ne me laissez pas terminer, vous voulez rebondir sur ce secteur. Le deuxième secteur dans cet axe institutionnel, c'est ce qu'on a pour le moment appelé l'amélioration de la gouvernance publique. Parce que là maintenant on descend véritablement dans le fonctionnement, même dans la gestion publique, le fonctionnement de l'administration, qui est le bras séculier du pouvoir dans tous les pays, dans toute démocratie. Donc, les questions relatives, bien entendu, à la réduction du nombre des agences nationales ou leur rationalisation. Le président actuel avait essayé quand même à son arrivée. Oui, mais c'était insuffisant. Beaucoup insuffisant. Les questions, et si vous voulez, on reviendra sur les différents secteurs, sur certains points. Nous avons aussi la question de la rationalisation, on va le dire comme ça, des rémunérations dans le secteur public, depuis le sommet jusqu'en bas, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des, disons, luttes syndicales relatives à la question de la rémunération. Il faudra la rationaliser, et pour rationaliser cette politique de rémunération, il faut donner l'exemple. Donc tous ces salaires mirobolants que l'on verse à des présidents d'institutions, qu'elles soient judiciaires ou publiques, tous ces salaires qu'on verse aux directeurs généraux des entreprises du secteur parapublic, et pas seulement des agences nationales, mais même des entités, les entreprises qu'on appelle à caractère industriel et commercial, les EPIC, etc. Toutes ces questions sont inscrites là-dedans. La question des fonds politiques aussi, hein, la gestion des fonds politiques, le train de vie de l'État, les dépenses somptuaires, etc., les dépenses de fonctionnement, toutes ces questions sont adressées dans le secteur, le volet gouvernance publique. Votre déclaration, vous parlez également de réforme économique où vous disiez qu'il faut également revoir la course qui freine à l'endettement du pays. Ça, c'est dans le volet, le premier axe dont j'ai parlé, développement économique et social. Bien entendu, nous sommes en train de travailler au niveau de la commission technique qui s'occupe du programme avec un certain nombre d'experts. Vous le savez, quand vous êtes dans des domaines techniques tels que ceux-là, il y a des points de vue qui se confrontent, hein. Mais ça va d'une hypothèse minimaliste tendant à dire non, on ne remet pas en question l'endettement, simplement on rationalise l'utilisation des ressources mobilisées à travers l'endettement pour en faire un endettement productif ou rentable, et puis d'autres qui disent non, on va à l'autre extrême, qui disent non, on va geler purement et simplement l'endettement pour réaliser les équilibres fondamentaux d'abord et envisager éventuellement de voir si on peut passer à une deuxième phase d'endettement et à quelles conditions. Parce que l'endettement tous azimuts aussi doit être mis en rapport avec la gestion de trésorerie de l'État, puisque quand la structure de l'endettement, quand cet endettement est destiné à des dépenses qui ne sont pas productives, ça pose des problèmes au niveau de leur soutenabilité, comme on dit dans le jargon économique. Donc, problème, justement,
puisque vous en parlez, je pense que le deuxième groupe consultatif est annoncé. Le président va aller avec certains membres du gouvernement à Paris collecter des fonds dans le cadre du PSE. Comment est-ce que vous voyez ces programmes de développement mis en place par certains pays africains, dont le Sénégal, où on va collecter l'argent à l'étranger, on va s'endetter pour venir transformer les pays? Est-ce que ça porte? Est-ce que dans d'autres pays, cela a fait cette preuve? Non, mais comparaison n'est pas raison. Les pays ici ne sont pas au même niveau de développement et s'ils n'ont pas le même système de politique économique, il va de soi qu'on ne peut pas les comparer. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'endettement en soi n'est pas mauvais. Il y a un bon endettement et un mauvais endettement. Et c'est ce que je disais tout de suite auparavant, que lorsque vous vous endettez pour payer des salaires ou lorsque vous vous endettez pour construire des centres de conférences qui ne sont pas rentables, lorsque vous vous endettez pour faire des infrastructures tous azimuts et il n'y a pas de retour d'investissement, il va falloir trouver l'argent pour le service de la dette. Parce que, aussi concessionnels que puissent être les taux qui sont concédés à travers ces dettes-là, ce ne sont pas des Samaritains qui prêtent de l'argent, c'est des banquiers ou des États, hein, si on prend en compte l'aide publique au développement, et ils ont envie au moins de ne pas perdre de l'argent au regard du coût de la vie, du coût de l'inflation, et souvent ce sont des excédents de liquidité que l'on place pour éviter de geler les ressources, parce que c'est des financiers, c'est des économistes. L'endettement tous azimuts, les gens n'en ont pas... C'est récent, c'est tout récemment avec la visite du président chinois que les gens se sont rendus compte. Nous l'avions dit déjà il y a quelque temps, depuis déjà 2 ans, que c'est le tropisme asiatique, on l'avait écrit, qui faisait qu'on s'endettait avec autant de facilité. Il y a des excédents de liquidité que les pays asiatiques tentaient de placer, notamment la Chine. Robert Sansao, vous nous avez parlé de votre initiative politique citoyenne, FIPO Alternative Citoyenne, qui, bien entendu, est composée par des personnes, c'est un groupe hétéroclite, partis politiques, personnalités indépendantes, société civile, mouvement citoyen. Alors, comment est-ce que la désignation du candidat consensuel va se faire sans qu'il y ait des tiraillements ou même des frictions au moment venu? Je vous remercie beaucoup. C'est une question éminemment sensible et importante. Et je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion disons, présenter notre démarche aux citoyens, à mes concitoyens. Je commencerai simplement par vous reprendre un tout petit peu. Nous ne sommes pas une organisation hétéroclite, nous sommes une organisation composite. La nuance est importante parce que le mot hétéroclite est connoté. La connotation négative que l'on voit dans hétéroclite, c'est que souvent, on mélange des choses qui ne sont peut-être pas mélangeables. Alors que quand on dit composite, on met l'accent sur la compatibilité d'entités différentes en termes de nature. Voilà. Donc, je me permettrai juste de le dire. Et maintenant, je voudrais répondre directement à votre question. Nous avons décidé, d'un commun accord, et nous sommes tous d'accord là-dessus, les autres organisations politiques avec lesquelles nous sommes en pourparlers, que je n'ai pas citées, parce qu'il y en a beaucoup, nous sommes en pourparlers, hein, je pense que ce n'est pas un secret, on peut le dire ici, avec Moustapha Guirassy et son parti, nous sommes en pourparlers avec Ousmane Sonko et PASTEF, nous sommes en pourparlers avec El Hadj Issa Sall du PUR, etc. Pour l'instant, ce sont forcément nos partenaires parce qu'ils font partie de ce que nous avons appelé le camp patriotique. Mais dans le camp patriotique, il y en a qui sont avec nous dans FIPO et il y en a qui sont en dehors de FIPO.
nous essayons au maximum d'amener tout le monde dans FIPOU, puisque FIPOU c'est juste une plateforme, c'est un réceptacle. D'amener tout le monde dans FIPOU, si on accepte les règles du jeu, dont celles dont nous allons parler, c'est-à-dire le choix du candidat, autour de FIPOU, pour éviter l'atomisation des entités qui composent ce front patriotique, ce front du refus. Donc, nous avons, parmi les éléments fondamentaux de notre démarche, retenu de procéder à la sélection du candidat à la présidentielle sur une base transparente et dans le cadre d'un processus le plus ouvert possible. C'est-à-dire que nous allons nous entendre d'abord sur des critères. Quel doit être le profil du candidat que nous allons choisir ensemble, collégialement, et quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place pour nous assurer de l'objectivité du choix qui sera réalisé. Ce n'est pas un exercice facile, je présume. Très loin s'en faut. Et c'est pour ça que j'insiste en disant que tout le processus de sélection, les critères, il y aura aussi des débats, mais c'est le moins important. Le plus délicat, c'est le mécanisme de sélection et les procédures de sélection pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de biais ou des agendas cachés ou des calculs politiques. Nous ne disons pas politiciens, nous disons politique parce que nous partons du principe que ceux qui sont dans FIPOU ne sont pas des politiciens. Ils n'ont pas. C'est péjoratif. C'est pour nous, politiciens, c'est très péjoratif. Parce que jusqu'à présent, ce à quoi on a assisté, c'est véritablement des adeptes de la politique politicienne. Et c'est en cela que je n'ai pas répondu de manière directe tout à l'heure à votre précédente question. L'alternance dont vous parlez, je vais y revenir. Nous ne sommes pas pour l'alternance, nous sommes pour une alternative véritable. Parce que nous considérons que l'alternance à laquelle vous faites allusion, il y a eu des alternances, mais elles n'ont rien changé. Et dans notre jargon, au sein de FIPOU, nous les avons qualifiées d'alternance continuité. Il n'y a rien qui a été changé. Donc vous réfléchissez encore sur le processus de désignation, ce n'est pas encore... Non, ce n'est pas ficelé. C'est pas ficelé, même pour le programme. Ça peut se faire... Oui, ça se fera. Vous savez pourquoi ça se fera? Parce que je ne vous cache pas, nous avons discuté avec beaucoup de personnes qui sont de FIPOU ou qui ne sont pas de FIPOU, avec des personnalités, des anciens de très haut niveau qui ont occupé des postes dans ce pays-là, qui sont en quelque sorte une certaine mémoire institutionnelle du pays, et même des acteurs actuels, dont certains ne sont même pas dans FIPOU, qui nous ont dit « ouais, il y a l'exemple de la CPA, il y a l'exemple de Benno Siggil Sénégal, chaque fois qu'on arrive à ce point-là, c'est là où les choses explosent, implosent, etc. etc. » Nous avons dit que nous ne participons pas de la même démarche parce que chez nous, il y a beaucoup d'organisations, certes, mais il y a aussi des personnalités indépendantes, etc. Donc, la démarche conférence des leaders que l'on a connue dans CPA et Benno Siggil Sénégal, elle n'existe pas chez nous. Il n'y a pas de conférence de leaders chez nous. Le premier point, même si nous avons un directoire où les gens échangent, où tout le monde est d'égale dignité, qu'il soit leader d'organisation ou qu'il soit personnalité indépendante. Première différence. La deuxième différence, elle est une résultante de cette première différence, c'est que les candidatures ne sont pas présentées par des organisations. Ce sont des candidatures volontaires. Ce n'est pas tel parti qui dit tel. S'ils ont des accords entre eux en sourdine, hors antenne, puisque nous sommes à la télé, c'est leur affaire. Mais nous, au niveau de la plateforme FIPOU, lorsqu'on mettra en place le dispositif, c'est les candidats qui se présentent, qui peuvent venir de n'importe où. Il se pourrait, rien ne s'oppose à ce qu'il y ait plusieurs candidats qui participent, qui appartiennent à la même organisation. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, ça, c'est pour se garantir vraiment l'objectivité. La deuxième chose, et j'insiste là-dessus, c'est sur la nature du dispositif. La composition
du jury ou du comité, ou etc. Les gens parlent de jury populaire, sans aller jusqu'à ce mot populaire qui est peut-être un peu trop chargé. Nous pensons qu'il faudrait en tout cas que ce soit un jury suffisamment représentatif de la dynamique de FIPO. Il y aura là-dedans certainement des parrains, entre guillemets, des personnalités extérieures pour aider à la facilitation, des facilitateurs donc, mais aussi et surtout les membres, les représentants des différentes composantes de FIPO, et qui soient en même temps, et c'est ça la difficulté peut-être, suffisamment représentative du pays, c'est-à-dire et du pays et de FIPO. Une alliance arc-en-ciel, c'est-à-dire où les jeunes côtoieraient les moins jeunes, où les femmes côtoieraient les hommes, où cette nature composite dont on parlait tantôt doit se traduire aussi dans le mécanisme de marche. Mais je ne peux pas en dire plus parce que je ne peux pas préjuger du travail qui est en train d'être fait par les comités qui ont été désignés à cet effet. Mais les brainstorming, les réflexions, les discussions préliminaires qui devaient servir de cadre de référence s'orientent vers ces éléments. On suivra ça avec attention. Vous avez fait justement, vous avez compris que Macky Sall, l'actuel président, est disqualifié pour continuer à être à l'attention des Sénégalais. Vous, aujourd'hui, sur quoi comptez-vous? Quels sont vos moyens pour parvenir à une nouvelle alternance en 2019? Une alternative. Une alternative. En 2019. Une alternative, crédible, je ne sais pas. Voilà, véritable. Voilà. Quels sont vos moyens? Vous parlez de moyens... Peut-être, disons, les moyens de convaincre vraiment les Sénégalais à adhérer à votre proposition. Parce que, je disais, bon, votre structure est une initiative FIPO, est une initiative composite, comme vous l'avez dit. Voilà, on voit des personnalités individuelles, des mouvements citoyens, des mouvements politiques. Certains pourraient vous dire, oui, mais dans leur organisation, il y a tel qui avait participé à tel gouvernement, ou bien qui était tel camp. Pour vous donner le cas de Bambadji, par exemple. Et ça peut être l'objet de réticence des populations à y adhérer. Merci beaucoup. C'est une question très importante et dont nous avons discuté. C'était une des questions préliminaires, d'ailleurs, hein, pour être en toute transparence avec vous, lors de la constitution de l'initiative. Mais nous sommes partis du principe que nul n'a le droit de mettre en doute la bonne foi de quelqu'un tant qu'il n'a pas posé les germes qui fondent à penser qu'il est de bonne foi. C'est valable pour Cheikh Tidiane Dièye, puisque vous l'avez donné, Cheikh Bamba Dièye, pardon, puisque vous l'avez... Oui, mais il y a eu plein de ministres parmi nous. Il y en a, il n'est pas le seul. Mais il a, passez-moi l'expression, viré sa cutie. Vous cheminez. Vous savez, une union politique, c'est comme un mariage. Quand on se marie, c'est pour la vie. On espère que c'est pour le meilleur et pour le pire. La différence entre le mariage et l'action politique, c'est que le pire, en règle générale, on n'en veut pas. Donc, on se marie pour le meilleur. Et de ce point de vue-là, quand quelqu'un, en cours de route, considère que soit lui, il avait fait une mauvaise appréciation au départ, soit que les objectifs qui étaient poursuivis n'ont pas été... on n'allait pas dans le sens de ces objectifs, de la poursuite de ces objectifs, on revisite sa position et on sort. Ici, dans cette organisation composite, comme vous le dites, nous avons beaucoup de cas comme ça. LD Debout, c'est la même chose. LD Debout, il faut aussi qu'on revienne à la base de départ, je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent. Nous, notre référentiel de base, ce qui nous unit, c'est la croyance aux orientations des assises nationales. L'actuel régime, le pouvoir,
le chef de l'État a signé la charte de gouvernance démocratique. Entre les deux tours. Non, non, les gens pensent que c'était entre les deux tours. Il l'a signé avant le premier tour. Il faut rendre à César. Et que s'est-il passé entre les deux tours? Non, il a réitéré son adhésion aux assises nationales, aux conclusions. C'est le cérémonial qui a été marqué. Ça a été reprécisé par le directoire des assises, même à l'occasion de l'anniversaire, parce que vous savez qu'il y a eu le 10e anniversaire des assises l'autre jour au Sahel, il y a 1 ou 2 semaines. 2 semaines. Et donc, pour dire quoi? Pour dire aussi bien le chef, pas seulement le chef d'État, mais ses alliés. Ses alliés. Le patron de l'AFP, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, c'était un des animateurs clés, c'était même un des mécènes, c'était même un des financiers des assises. Ousmane Tanor Dieng, du Parti socialiste. À l'époque, il n'y avait que le PDS de Wade qui était opposé aux assises. Tout le monde était aux assises. Et donc, tous ceux qui croient encore aux assises et qui ont constaté que la direction qui a été prise par le régime en place n'a pas respecté l'esprit, on ne dit pas la lettre, l'esprit des assises nationales a posé problème. C'est ça qui a créé des frictions à l'intérieur des partis. C'est ça qui justifie toutes ces césures, pour ne pas dire toutes ces scissions. Qu'il s'agisse du Parti socialiste, parce que derrière ce qu'on croit être un combat de personnes et de leadership, il y a un combat d'idées, il faut qu'on se le dise, entre un Ousmane Tanor Dieng et un Khalifa Sall. C'est valable pour l'AFP, entre un Moustapha Niasse et un Malick Gakou. C'est valable pour la LD, entre les tenants de la LD qui sont restés dans Benno Bokk Yakaar. Je ne me permettrai pas de juger puisque je n'étais pas de LD, mais je sais qu'ils s'accusent mutuellement. En tout état de cause, la LD debout, ceux qui ont fait scission pour créer la LD debout, considèrent que l'esprit des assises a été trahi et qu'ils n'avaient plus leur place dans le Benno Bokk Yakaar. Et ceux qui ont voulu rester dans le Benno Bokk Yakaar, ils sont restés, et ceux qui ne voulaient pas sont partis et créer LD debout. Pour dire que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand aujourd'hui, pour répondre directement à votre question, des gens changent de fusil d'épaule, on ne peut pas le leur reprocher. Les choses ne sont pas immuables dans le temps. Et donc, c'est pour ça que je dis, jusqu'à plus ample informé, même nous qui appartenions à des organisations citoyennes, qui n'étions pas dans Benno Bokk Yakaar, par exemple, etc., nous disons que dans Benno Bokk Yakaar, et je vais vous dire une chose, il n'est pas trop tard pour nous que même des gens qui sont aujourd'hui dans Benno Bokk Yakaar jettent le tablier et viennent nous rejoindre. Voilà, je terminerai par ça. Vous êtes prêt à recruter là-bas? Mais bien sûr, pour autant qu'ils adhèrent à notre plateforme, aux éléments fondamentaux de notre plateforme, aux éléments patriotiques, qui sont la démarche collégiale, l'oubli de soi, et donc son corollaire, qui est l'abandon des luttes de positionnement personnel, la démarche de co-construction vers un idéal alternatif, le programme alternatif de gouvernement que nous sommes en train de finaliser, et bien entendu, la démarche consensuelle d'identification d'un champion pour être le porte-étendard de la démarche et de l'organisation. Qui vous entendront, en tout cas, est-ce que ce n'est pas vous peut-être qui risquez d'être victime du débauchage dont le président de la République a l'art? Est-ce qu'il ne risque pas de venir débaucher chez vous? Ils ne pourront pas débaucher chez nous parce que nous n'avons pas de prébande à offrir, nous n'avons pas de strapontin à offrir, nous n'avons pas de fonds politiques à distribuer. Nous avons des idées à vendre pour le bien du Sénégal, pour le futur du Sénégal. Justement, dans votre programme, est-ce qu'il y a quelque chose pour combattre la transhumance politique? Quand les gens sont avec un régime en place, bon, là-bas il y a quelque chose à mettre sous la dent, mais une fois que ça ne va pas, bon, on change de camp. Est-ce que ça c'est acceptable? Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour lutter comme ça, ou bien ce n'est pas nécessaire de combattre la transhumance politique?
Ah si, c'est nécessaire de combattre la transhumance politique. Nous nous sommes toujours battus contre la transhumance politique. Et puisque vous rappeliez tout à l'heure les éléments de notre diagnostic, cette transhumance fait partie des éléments que nous avons fustigés. La propension, voire la propagande en faveur de la transhumance. Vous vous rappelez qu'à Kaolack, dans l'un de ses déplacements, le chef de l'État avait même quelque part assumé. Nous sommes contre cette transhumance-là. Mais nous pensons que pour faire partie de FIPOU, quand je vous dis nous avons des éléments fondamentaux, hein, l'abnégation, l'oubli de soi, la finalité externe pour le meilleur devenir du Sénégal, etc., il va de soi que ça va avec certaines valeurs morales. Et nous voulons incarner ces valeurs-là, c'est-à-dire le désintéressement personnel en faveur de l'intérêt général. Et l'une de ces traductions, c'est qu'aucun de ceux que nous avons parmi, en tout cas pour l'instant, les leaders, ne sont des gens dont on peut soupçonner que dans cette démarche que nous avons initiée, il puisse y avoir une possibilité de transhumance. Ceci dit, c'est Dieu qui décide. Et si tant est que certains de nos membres étaient tentés de transhumer, nous les laisserons avec leur conscience. La seule clause de sécurité que nous avons, et je réponds à cette question qui était sous-jacente à ce que vous avez énoncé, c'est ce qu'on a appelé le code d'éthique et de déontologie. Nous avons un code d'éthique de déontologie que nous avons élaboré et que doivent signer, sinon tous les membres, du moins les membres prépondérants, les leaders, en termes de personnalité, hein, on ne parle pas en termes d'organisation. Et dans ces codes d'éthique, bien entendu, quand les gens les signeront, on les laissera à leur conscience. On les laissera à leur conscience, mais nous avons même, à l'heure actuelle, là, ça n'a pas été tranché, nous avons l'idée même de publier officiellement ce code d'éthique et de bonne conduite avec les signataires. Et si demain, parmi les signataires, il y en a qui ravalent leur vomi, on les laisse à l'appréciation de l'opinion publique nationale. Mohamed Salsao, nous allons poursuivre. FIPOU, Alternative Citoyenne, fait partie aujourd'hui à essayer de se battre de toutes ces forces contre la loi sur le parrainage, mais finalement, le président a réussi à faire passer sa loi. Est-ce que FIPOU, Alternative Citoyenne, aura la facilité de rassembler le nombre de signatures requises pour participer à la présidentielle de 2019? Nous le pensons. Nous le pensons, même si nous avons perdu un peu de temps, je dois le dire, avant de nous lancer. Nous avons perdu du temps, ce n'est pas seulement pour le parrainage, hein, c'est aussi pour l'élaboration du programme, c'est aussi pour la définition des critères et des mécanismes de sélection. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une démarche d'ouverture et de rassemblement. Il fallait marquer le pas, pour prendre un jargon militaire, il fallait ralentir le rythme pour permettre à ceux qu'on a identifiés qui nous ressemblent de venir nous rejoindre. Pour qu'ils ne viennent pas nous rejoindre, voir que tout est déjà ficelé, tout est déjà, comme dit l'expression, plié, et qu'ils participent à la démarche de co-construction. Donc nous avons ralenti au fur et à mesure que des entités nous rejoignaient, ils participaient à l'élaboration et à la réflexion. Donc on a appelé la démarche de co-construction. Et le parrainage en fait partie. Au départ, nous avions élaboré un tableau qu'on avait appelé fiche de collecte de signatures, comme tous les partis que vous voyez, à commencer par le parti au pouvoir, avec nom, prénom, numéro de carte de machin, etc., signature, pour sécuriser, comme on dit, les signatures. Mais ça continue, hein, d'ailleurs. Mais nous avons pensé que, même si c'est fait au niveau individuel, parce que c'est fait au niveau individuel, moi quand je collecte les signatures, quand je sécurise pour le parrainage, je commence par mon environnement immédiat. Mais ma femme, mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, etc. C'est plus facile à avoir. Mais oui. Et si chacun le fait, c'est déjà un premier lot. Et on avait plaidé en faveur de ça. Et pour ça, on n'a même pas besoin de sécuriser à l'extrême comme le font certains. Il y en a qui retirent même les cartes d'identité
des gens ou bien qui les scannent, etc. Nous, on n'en est pas là et on n'en sera pas là. Ça, c'était la première démarche. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous n'aurons pas, je ne veux pas vendre la peau de l'ours, mais par principe, nous ne devrions pas avoir de problème pour le parrainage. On avait discuté sur les principes, on avait discuté sur les montants, sur les pourcentages, etc., vous le savez. Mais maintenant, la donne est là, c'est le pouvoir du prince, hein, la loi du plus fort. Nous allons nous soumettre à ce parrainage. Nous sommes des démocrates et des républicains. Et quand je dis que nous pensons que nous ne devrions pas avoir de problème, parce que ce qui le justifie, c'est, vous l'avez compris, l'étendue de le scoop, comme disent les Américains, le scoop de la plateforme. Toutes ces organisations-là vont mutualiser leurs moyens. C'est cette mutualisation-là qui a commencé sur le terrain, où vous avez des gens, des organisations qui ont des véritables militants qui connaissent le terrain. Vous en avez d'autres, vous avez même des porteurs d'enjeux. Ils ont commencé à se retrouver pour créer des FIPOU départementaux et des FIPOU communaux. Et ce sont ces responsables à l'échelon départemental et à l'échelon communal qui vont faire le travail de porte-à-porte pour collecter les signatures. Donc, pour dire que de ce point de vue-là, nous avons confiance. FIPOU Alternative Citoyenne, est-ce que vous ne risquez pas, une fois l'élection gagnée, d'être victime de ce dont est victime l'actuel président avec sa coalition, d'être otage de sa coalition et d'être un peu obligé de distribuer, de positionner les gens? Il avait commis, je crois, un gouvernement de 25 ministres, je pense, mais avec ces ministres secrétaires d'État, finalement, ça s'est arrangé. Est-ce que vous ne risquez pas d'être dans ce schéma-là? Non. Non, nous ne risquons pas d'être dans ce schéma-là parce que nous avons changé d'approche, de méthode. La démarche de FIPOU est une démarche inédite au Sénégal. Pourquoi? Parce que celui que l'on va choisir, ce n'est pas le Deus ex machina, ce n'est pas le Messie Dominici, c'est un membre d'une équipe et qui sera marqué à la culotte, passez-moi l'expression, par l'équipe. Et c'est pour ça que si vous regardez le processus de désignation, on a parlé, vous avez parlé uniquement du candidat, je n'ai pas voulu vous parler de l'équipe, mais le processus de sélection sélectionne à la fois des membres d'une équipe et des candidats. Et c'est en amont que le partage va se faire parce que je ne veux pas vendre ce qui est en train de se faire parce que ça n'a pas été validé. Donc, j'ai des informations parce que je travaille avec les experts qui travaillent dans ces secteurs au niveau des comités. Mais non, je vais vous dire quand même l'idée, la philosophie, parce que c'est important que les Sénégalais voient l'originalité et la démarche et les garanties que l'on peut leur apporter au regard de la question que vous avez posée. C'est que, en choisissant cette équipe, bien entendu, personne ne sera laissé pour compte. Toutes les forces en présence au sein de FIPOU auront des représentants au sein de l'équipe. Cette coalition, je n'aime pas le mot, cette alliance arc-en-ciel dont j'ai parlé tout à l'heure, se matérialise là-bas. Donc, le chef de l'État, il n'a pas forcément les coups de franche. Il a véritablement un pouvoir discrétionnaire en tant que chef de l'État, parce que nous ne remettons pas en question le pouvoir du chef de l'État. En tout cas, en attendant d'avoir une nouvelle constitution, nous restons dans le cadre, parce que nous sommes des républicains, et bien entendu, le dispatching, la distribution des rôles, parce que nous parlons de distribution de rôles, nous ne parlons pas de distribution de postes. Et elle se fera à la lumière de ces arbitrages. Est-ce que dans votre proposition de réforme institutionnelle, quelque chose que le Venezuela a dans sa constitution pourrait vous intéresser, c'est-à-dire le référendum révocatoire, où quand le peuple n'est pas content, il y a possibilité d'organiser un référendum avec un certain nombre de signatures pour que le peuple dise si oui ou non, celui qui a la charge présidentielle doit partir. Non, nous n'avons pas le même modèle, parce que d'abord, c'est toujours bien, on aime bien regarder ce qui se fait ailleurs.
le contexte, tout à l'heure je vous l'ai dit, du Venezuela n'est pas le même. On a beau critiquer pour ce qui concerne le Sénégal, c'est vrai qu'il y a un héritage, je ne veux pas minorer les errements et les incuries de gestion qu'on a connus au Sénégal depuis notre indépendance, mais il va de soi que la trajectoire d'un Hugo Chavez qui passe la main à son actuel successeur, le routier, là, dont je ne retiens pas le nom, Maduro, et avant ça, etc. Nous sommes dans un régime totalitaire, il faut appeler un chat un chat. Et donc, c'est en réaction à ce totalitarisme que surviennent des propositions, des réflexions. C'est aussi la critique qui a été faite de certains aspects du projet de la CNRI à l'intérieur des patriotes. Même moi qui vous parle, j'avais fait des observations sur certaines orientations dans le projet de la CNRI, simplement parce qu'on était obnubilé par plus jamais ça. C'est-à-dire les errements du président Wade étaient tels qu'on s'est dit non, il faut verrouiller. Bon, donc c'est ça. Mais il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert. Il n'y aura pas de référendum, enfin je ne sais pas, mais personnellement, puisque là vous me posez une question dont on n'a pas discuté, moi je ne suis pas partisan d'un référendum révocatoire, surtout si vous changez de constitution et que vous mettez en place des dispositions qui permettent d'avoir des soupapes de sécurité. Je pense qu'il y a d'autres modalités. Peut-être qu'on va introduire la procédure de l'impeachment, vous n'en avez pas parlé. Quand il y a trop de travers du chef de l'État pour minorer un peu son pouvoir absolu, peut-être mettre en place un système de mise en accusation pour haute trahison ou un système de marche, etc. Tout ça, c'est des réflexions qui vont être sur la table. Ce n'est pas forcément le référendum. Quelque chose d'intéressant dont on risque d'oublier dans votre... c'est le mandat unique pour une transition. Oui, alors merci beaucoup. Vraiment, je me rends compte que vous avez bien lu nos documents et nos principes fondamentaux. Cette question est une question qui revient souvent sur la table. Je ne vous le cache pas, même au niveau de nos partenaires. D'abord, il faut clarifier une chose. Il ne s'agit pas de promouvoir le mandat unique dans la Constitution. Comme d'autres pays le réclament, comme certains d'entre nous ici, certains constitutionnalistes l'ont proposé, l'ont théorisé. On le sait, je ne veux pas citer de nom. Bon, on les connaît, merci. Nous, ce n'est pas ça. Nous, pour l'instant, nous disons un quinquennat renouvelable une fois ne pose aucun problème. Donc, la question n'est pas la question de la durée du mandat présidentiel. Je veux que ce soit très clair. Nous, notre mandat unique là dont nous parlons, il s'applique à nous. C'est-à-dire que nous venons en sapeur-pompier pour remettre les pendules à l'heure, excusez-moi, marquer la rupture, l'alternative et non pas l'alternance, remettre à l'endroit un pays chahuté qui se retrouve aujourd'hui, qui marche sur la tête, où les antivaleurs sont celles qui prévalent sur les véritables valeurs, où les règles de gestion publique, de transparence, de bonne gouvernance sont bafouées, etc., etc. Et on sait que lorsque vous vous attaquez à des avantages acquis, à des mauvaises habitudes, vous avez des résistances au changement. Même dans les organisations publiques qui ne sont pas des États, nous le savons, nous les pratiquons. Nous qui avons travaillé dans les organisations internationales, qui avons promu des réformes administratives seulement, pas de l'État. Nous le voyons, même au Sénégal, quand j'étais au BOM, on voyait les résistances au changement. Quand on nous a appelé, qu'on a constitué une équipe, avec certains membres d'ailleurs, je le dis au passage, de FIPOU, on est allé en Côte d'Ivoire à l'arrivée de Ouattara. Le cadre administratif, la réforme administrative, c'était nous. On était une équipe de 7 experts, mauritaniens, machin, etc. On a vu les résistances au changement, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, c'est un pari, mais un pari risqué, mais nous prenons le risque du pari. Voilà de ce dont il s'agit. Maintenant, on se dit quand même
que pendant que nous travaillons, et même en présupposant qu'il y aura de la résistance au changement, que peut-être on va faire des fois du travail qui ne sera pas tellement bien perçu, on espère qu'avec la communication, les explicitations, les justifications, tout le travail que commande la formulation des politiques publiques permettra une adhésion totale des populations pour que, à l'issue de ce quinquennat-là, même si on dit qu'on est là pour un mandat unique, que le peuple sénégalais demande à ces gens-là de rester. Voilà où on en est. Et donc si finalement vous faites un mandat unique et le peuple dit non, on veut encore qu'il reste, vous serez partant pour rester. Mais c'est le peuple qui décide toujours. C'est entendu, on laisse le choix au peuple. Alors voilà, à l'entame, nous parlons justement à la tête de nos pays. Nous avons des alternances, c'est bien, les élections sont régulières, mais pas d'alternative crédible. Et c'est ce que vous proposez. Alors, je vois un peu autour de nous, dans 16 autres pays, finalement, moi, il m'arrive de me poser la question de savoir, est-ce que, franchement, si ça ne change pas, est-ce que c'est nécessaire de changer les hommes? On voit que les hommes changent, mais le système demeure. Diouf a succédé à Senghor, Macky a succédé à Wade, c'est les mêmes choses, il n'y a pas de changement. Alors que quand on va un peu dans la région des Grands Lacs, au Rwanda, Paul Kagame est là depuis un certain nombre d'années quand même, bon, il fait tout ce qu'il veut, on crie les droits de l'homme, ainsi de suite, mais c'est un homme qui est quand même en train de transformer son pays à telle enseigne où les gens se disent, mais quand même, ce monsieur-là, on ne peut pas trop lui en vouloir, parce que quelque chose bouge. Le Rwanda est régulièrement donné en exemple d'innovation technologique, construction du pays, des efforts en matière d'environnement. Et c'est un petit pays qui n'a pas de ressources, mais bon, ça bouge quoi. Est-ce qu'on va continuer à chercher juste des alternances? Est-ce qu'il ne faut pas des alternatives crédibles comme vous proposez? Merci. Donc vous avez la réponse dans la question, mais je vais la développer encore plus. C'est ça la différence, la nuance entre alternance et alternative. C'est ça aussi qui fait que nous avons parlé de mandat unique de transition. Je viens de vous l'expliquer. Parce qu'il faut un État fort. Il y a certaines réformes. Pour enclencher et avoir des chances de succès pour certaines réformes, il faut un État fort. Et quand vous voulez être un État fort, vous ne cherchez pas la réélection. C'est pour ça que d'entrée de jeu, on affiche qu'on ne cherche pas la réélection. Vous avez compris, c'était la dernière question. Et donc, pour revenir à votre illustration du Rwanda, nous sommes d'accord, c'est un État fort. C'est vrai qu'il n'est pas un exemple sur le plan soi-disant des droits de l'homme. Mais c'est un nationaliste. C'est un nationaliste, c'est un souverainiste, c'est un africaniste. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas l'opinion publique extérieure, c'est le peuple rwandais lui-même, l'opinion publique rwandaise lui-même, qui est derrière lui parce qu'elle reconnaît son leadership. C'est la question du leadership. Ici, à la différence, nous avons des gens qui ne pensent qu'à eux, qui pensent qu'à leur réélection. On nous dit que l'actuel président, dès qu'on l'a élu, dans les 2 mois qui suivent, il a commencé à négocier avec Khalifa pour voir si est-ce que tu seras candidat, tu ne seras pas candidat. C'est ce qu'on nous dit. Nous, on n'est pas dans le secret des dieux. Et on se rend bien compte que, et quand vous le dites, alternative versus alternance, nous sommes en phase. Vous êtes plutôt en phase avec nous dans votre question, parce que nous ne nous battons pas contre un homme. Nous n'avons rien contre Macky Sall. Nous n'avions rien contre Abdoulaye Wade. Nous n'avons rien contre Diouf. Nous avons quelque chose contre un système qui perdure depuis l'accession du Sénégal à la souveraineté. Voilà ce dont il s'agit. Alors, Mohamed Sao, j'espère que je reste bien l'alignement des noms. Et dans le mode de gouvernance, on est parfois aussi fasciné par ce qui se passe en Scandinavie, la Norvège, la Suède, où on voit par exemple un ministre aller au boulot à pied. Bon, c'est un fonctionnaire ordinaire. Parfois, ils n'ont pas de véhicule de fonction. Ici, nos ministres ont 3 voitures. Bon, il y en a même qui font de covoiturage, 2 ministres qui partagent la voiture. Un ministre qui sort du bureau, qui va chercher son enfant à l'école, la ramener.
et que, bon, on rationalise, alors que ces gens-là ont énormément plus de moyens que nous, et ils gèrent mieux. Et ailleurs, bon, on a un cuisinier, mais le ministre va au bureau, c'est lui qui va faire son café par lui-même. Mais pourquoi cela ne peut pas nous inspirer? Et même, un ministre qui dépense, je ne sais pas, peut-être 100 000 francs ou quelque chose, là, ils ont le droit d'aller fouiller pour voir est-ce qu'il n'a pas... L'utilisation qu'il a faite de la carte de crédit qui lui a été donnée par le ministère. Voilà, les chocolats de Tameron, on a traqué, elle a fini par... Nous avons suivi tout ça. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Nous avons... Je me dis que là-bas, bon, ici, si c'est comme ça, être ministre, je pense que personne n'irait. Parce que les gens vont être ministres ici, c'est pour changer de standing de vie. Merci. Oui. Vous avez posé le problème, c'est pour ça que je vous dis, nous n'avons rien contre les personnes, nous avons quelque chose contre un système. Les gens ont utilisé la politique comme ascenseur social. Nous, et ça va être délicat ce que je vais donner comme réponse, je vous l'ai dit, nous sommes dans une démarche intergénérationnelle d'hommes et de femmes. Nous pensons que l'avantage que nous avons dans FIPOU, c'est que les hommes d'un certain âge par rapport aux jeunes dans FIPOU, ils n'ont pas de visée carriériste ou sociale. Ils ont fait leurs preuves professionnellement, ils sont à l'abri, beaucoup d'entre nous, certains d'entre eux en tout cas, pour ne pas personnaliser, ont des rémunérations qui n'ont rien à envier avec celles des ministres ou des députés actuellement, ici. La deuxième chose, c'est que on a été habitué à une philosophie de partage du gâteau. Je vous ai répondu aussi là-dessus, en ce qui concerne le processus d'identification de ceux qui vont jouer un rôle. C'est-à-dire ceux qu'on appelle, nous, ceux qui vont porter le programme, le portage du programme. C'est un programme qu'il faut porter. Maintenant, là où peut-être comparaison n'est pas raison, et ça c'est un point de vue personnel que je vous donne, puisque vous me posez une question qui est en fait une question d'appréciation plus personnelle, hein. On n'est pas à ce niveau de discussion au niveau des FIPOU. Je considère qu'il faut nuancer parce que les ministres scandinaves ou machins qui vont à pied là, ils n'ont pas la poussière et les ndiagandiaï qui peuvent les ramasser là, au trottoir là tout d'un coup. Non, il faut dire, il faut que les conditions, je vous réponds personnellement, il faut que les conditions soient réunies. Je le dis très honnêtement, il y a un certain nombre de préalables qu'on n'a pas. Nous nous battons nous pour ces préalables-là. Plus tard, on y arrivera, mais pour le moment là. Mais maintenant, même le régime actuel, hein, il faut le dire, s'en est rendu compte et a commencé à réguler et normer. Que le gars ne se lève pas pour regarder un 8-8 là, ou bien les Range Rover à la mode, ou bien les Land Cruiser V8, VX, etc., etc. Pour dire, on plafonne à temps, machin, etc. Peut-être même, il semblerait, mais si ce n'est pas fait nous, peut-être qu'on le fera. Peut-être d'ailleurs, je suis sûr que nous le ferons, même si lorsqu'on n'a pas encore notre programme, dans la rationalisation des dépenses publiques, on s'adressera aux concessionnaires de la place en disant toutes les commandes provenant d'une structure publique doivent être limitées à temps. Il faut le partenaire. Personne, parce qu'à la faveur des caisses d'avance, des machins, etc., ils peuvent faire des acquisitions, vous vous retrouvez a posteriori devant le fait accompli. Ces questions-là seront adressées. Mais donc, je veux dire, il y a un problème de timing, de programmation dans tout ça. Il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies avant d'en arriver à ces exemples que vous soulignez. Pour ce qui concerne les rémunérations, je fais partie de ceux qui pensent qu'un ministre quand même a droit à un certain niveau de rémunération. Pourquoi? Parce qu'il y a la fonction de représentation. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'il y ait des abus, mais il ne faut pas non plus que ce soit des misérables. Il faut éviter le misérabilisme. Je suis à l'aise pour le dire personnellement, puisque nous sommes dans des questions personnelles. C'est moi qui ai piloté, qui ai eu le privilège de piloter la fameuse étude sur la rémunération dans l'administration publique dont on parle là, ou avec les syndicats. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, en 2016, bientôt 3 ans d'ailleurs.
C'est maintenant qu'il le ressort, que le président de la République le ressort, qu'il commence à discuter, parce qu'il y avait des éléments là-dedans qui étaient un peu délicats. Je ne vais pas déflorer, hein, mais je veux vous dire que simplement dans nos discussions, hein, il y avait pas dans l'équipe des professeurs d'université, même si, bon, peut-être que nous, on est devant les fourneaux, c'est pour ça qu'en tant que praticien, on a fait de nous les chefs de mission. Moi, personnellement, je me suis battu bec et ongle pour le maintien des rémunérations des ministres, je le dis, parce que vous avez des ministres qui peuvent être payés par les directeurs d'agence nationale, un directeur général d'agence. Vous avez parlé tout à l'heure de la tentative du pouvoir de rationaliser les rémunérations au niveau des agences en créant les 4 catégories. Mais au lieu de rabaisser les premières et deuxièmes catégories, on a remonté les 3e et 4e catégories. On a remonté. C'est un nivellement vers le haut, première chose. Deuxième chose, dans les textes, on a mélangé les textes nouveaux qui parlaient d'une rémunération globale incluant les indemnités de fonction, de performance, etc. Et avec d'autres textes antérieurs qui ont la même force décret, hein, des textes réglementaires, qui octroyaient des indemnités. Donc il y a eu un cumul. Ce cumul, nous l'avons calculé, au niveau des directeurs généraux des agences de première catégorie, qui sont les mieux payés, au lieu de tourner aux environs de 7 millions, toutes choses égales par ailleurs, aujourd'hui, ils en sont à 16 500 000 par mois. Alors que les ministres sont à combien? 3 millions et des poussières, officiellement. Bien entendu, on me dira, il y a les enveloppes. Ça, c'est une pratique. Les fonds publics, les fonds politiques, utilisés comme carottes, avec des enveloppes qui varient en fonction de, etc., etc. Ça, on va se battre contre ça, hein, à la faveur des fonds politiques. Mais pour les salaires des ministres, pour revenir aux ministres, je pense qu'il faut aussi nuancer. Il y a un seuil en deçà duquel il n'est pas souhaitable d'aller. Cet entretien, je connais un acteur de la société civile, un web activiste dont je ne peux pas citer le nom, qui est intéressé par la politique, mais qui est un peu hésitant. Son idée, c'est de dire que bon, les Sénégalais, on les a tellement habitués à de l'argent que quand il va aller pour battre campagne, même chez lui, à Kaolack, on va lui amener de l'argent et lui, il n'a pas envie de ça. Est-ce que vous ne risquez pas d'être confronté à ce problème-là? Merci. Nous avons déjà été confrontés à ce problème-là. Nous sommes tous confrontés à ce problème-là. Surtout nous, les nouveaux venus dans la politique, parce qu'on était société civile, mouvement citoyen. Vous m'avez interviewé pendant les législatives, nous étions dans une vaste alliance électorale, coalition, avec beaucoup d'organisations de la société civile, comme je le disais tout à l'heure, avec seulement 2 partis politiques, dont d'ailleurs l'un est celui qui nous a porté avec son récépissé. On a rencontré beaucoup de cas comme ça. Souvenez-vous, ça a coïncidé à la veille des départs à la Mecque. Je ne veux pas rentrer dans les anecdotes, mais comment diapale, ça tout le monde le connaît, les politiciens le savent. Donnant. C'est le donnant. Et vous avez aussi ici des gens dont l'activité c'est la traite politique. Des courtiers là, les courtiers, comme vous voyez les courtiers là dans les immobiliers et tout ça là. En politique là, à la veille des élections, vous avez des courtiers? Ah oui? Ben oui. Ah, mais ça, c'est intéressant. Ben oui. Moi, j'ai découvert, on a découvert beaucoup de choses qu'on ne s'imaginait pas. Oui. Mais non, mais je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin d'illustrer et de donner des noms. Qui jouent les go-between, comme on dit, entre des formations et des machins, entre des groupements féminins ou des coopératives et des machins, etc. Alors, la distribution, vous n'allez pas faire concurrence, rivalité avec le pouvoir en termes de distribution de 1000 à 1000. Il n'y a pas photo. Merci. Et donc, effectivement, ce monsieur a raison, il faut inverser la vapeur. Tant et si bien que le vrai travail, et c'est pour ça que nous, on a dit initiative politique citoyenne, le travail, c'est l'éducation à la citoyenneté. Le travail, c'est les plaidoyers. Le travail, c'est l'information, éducation, communication. Ça, il va falloir le faire pour que les gens comprennent le vieux proverbe chinois qui dit que celui qui t'apprend à pêcher là,
il est mieux que celui qui te donne tous les matins un petit poisson, une petite sardinelle, le yaboy là, comme on dit ici au Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, effectivement, toute notre campagne, les éléments de langage vont aller dans ce sens, pour que les gens comprennent qu'ils doivent savoir voter dans leur propre intérêt et ne pas se contenter de satisfaction ponctuelle, de besoins ponctuels, alors que la satisfaction doit être une satisfaction beaucoup plus durable et générale. Moi, j'ai quand même l'impression quelque part que vous, l'opposition, y compris FICO Alternative Citoyenne, on ne vous voit pas vraiment sur le terrain. Je pense que c'est peut-être, comment il s'appelle, le professeur Sall qui est sur le terrain. Bon, Macky Sall avait gagné l'élection en 2012, les gens étaient surpris, mais avant ça, quand même, il est allé en région sur le terrain. Est-ce que FICO est en train de faire ce travail? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que le PUR qui va sur le terrain, il y en a beaucoup. Individuellement et collectivement. Parmi nos membres, il y en avait qui avaient commencé à aller sur le terrain, qui continuent d'ailleurs d'aller sur le terrain. Mais maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, non seulement il y a les entités individuelles, mais il y a maintenant la fédération, je vais l'appeler comme ça. Les gens ont fédéré leurs forces sur le terrain. Les leaders ne sont pas encore partis. Ce sont les militants, les représentants, les responsables à l'échelon local qui le font, parce que nous n'avons pas encore le candidat et l'équipe. Ça, lorsque nous aurons le candidat et l'équipe, ils vont faire les tournées pour que les gens les connaissent. Mais il y a un travail préparatoire qui est commencé. Je terminerai en disant que, parce que vous l'avez nommé, c'est un partenaire qu'on va avoir, mais chacun a sa spécificité. Le PUR, quoi qu'on dise, a une spécificité, c'est que le PUR se repose sur un mouvement qui s'appelle Moustarchidine ou Moustarchidati, qui est le mouvement de Serigne Moustapha Sy. Donc il a quand même ce petit avantage-là par rapport à d'autres. Je vais vous demander de dire un mot sur les affaires Karim Wade et Khalifa Sall. De que pense que le pouvoir a tout fait, je veux parler précisément de Khalifa Sall, le pouvoir a tout fait pour écarter un challenger sérieux. Est-ce que quelque part la question n'a pas été politisée dans tous les sens, aussi bien au pouvoir que chez les partisans de Khalifa Sall? Parce que, bon, Khalifa Sall, c'est peut-être dans la forme que ça pose problème, la procédure, la manière dont le président a précipité le dossier, sachant qu'il y a d'autres dossiers. Bon, certains de ses partisans également ont été épinglés par l'IGE. Mais, mis à part la forme, dans le fond, je pense qu'on a quand même trouvé quelque chose. Est-ce que les partisans de Khalifa Sall, ils sont, je ne sais pas, est-ce que leur position est juste en pensant, en se mettant dans la peau de la victime? Merci. Vous me posez une question très délicate parce que vous me demandez de prendre parti dans un débat qui ne me concerne pas. Dans une moindre mesure, ça me concerne en tant que citoyen sénégalais, bien entendu. Ça me concerne en tant que leader politique, bien entendu. Mais je ne suis ni de l'APR, ni du PS. Réduire la question, déjà je vous donne un sentiment personnel, et ce sentiment personnel a évolué. Il a évolué parce que sur un plateau d'une télévision, j'avais été invité avec un journaliste, avec un membre de la coalition au pouvoir, avec un membre des khalifistes, quelqu'un qui est maire d'une commune de Dakar, sur la liste de Dakar de Khalifa, où j'avais dit que si l'on regarde les règles de finances publiques, les textes en vigueur, on peut se poser la question de savoir si les opérations effectuées au niveau des caisses d'avance, de la caisse d'avance de la mairie, étaient des opérations régulières. Parce qu'une caisse d'avance, on doit justifier a posteriori, c'est ça la donne. Et les caisses d'avance, il y a la nature des dépenses qui doivent faire l'objet d'une caisse d'avance, tout ça c'est réglementé. Mais le problème, vous l'avez dit, c'est que d'abord ce n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Alors, dans l'absolu du Sénégal, a fortiori à la mairie de Dakar, c'est un premier point. Le deuxième point, et vous l'avez dit, comment se fait-il que ce soit le seul, parmi tous ceux qui ont été épinglés,
donc dont on a voulu chercher des poux sur la tête. C'est là où on glisse dans la politisation de l'affaire. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir une lecture strictement juridique de cette affaire. C'est pour ça que je dis qu'il y a une évolution. Moi, tout juriste que je sois de formation, et de ce point de vue-là, il y a des enjeux. Les partisans de Khalifa Sall, comme vous les appelez, ils n'ont pas tort, ils ont raison de se battre pour ce qu'ils considèrent comme un abus de droit, comme une injustice, puisque l'inéquité est le comble de l'injustice. L'inéquité, parce que la justice, elle est matérialisée par une balance, comme il y a la glaive. Quand vous êtes dans l'inéquité, la justice est perdue. Et de ce point de vue-là, ils n'ont pas tort. D'un autre côté, dans les procédures aussi, les procédures, on leur a tordu le cou à la faveur de la levée de l'immunité parlementaire, tout ça, vous le savez. Et ça a été corroboré par la récente décision de la Cour de la CEDEAO pour montrer que sur le plan des procédures, le droit n'avait pas été dit. Et malgré tout, on a refusé de reconnaître cette décision de la CEDEAO, qui devrait être une décision qui s'impose au Sénégal puisque le Sénégal a ratifié. Il s'agissait simplement de le laisser sortir, de payer l'amende à laquelle ils ont été condamnés en tant qu'État et de reprendre la procédure. On n'a pas dit de le libérer définitivement. Personne n'a dit ça. Donc sur les deux plans, je suis tout à fait en phase avec eux. Nous sommes tout à fait en phase avec eux. Et c'est ça qui justifie les réactions des uns et des autres, notamment de notre ami Cheikh Bamba Dièye, puisque vous en avez parlé. Nous l'avons soutenu. Hein? Oui, nous l'avons soutenu par solidarité d'abord, l'appartenance à FIPOU, mais aussi sur le fond. Parce que Cheikh Bamba Dièye n'a rien dit qui n'ait déjà été dit par des citoyens, par d'autres. Et à commencer au sein même de la magistrature. On ne citera pas de nom. Donc je pense qu'il faudrait que les gens sachent garder leur sang-froid et arrêter d'intimider chaque fois que quelqu'un se lève pour mettre le doigt sur des incuries de gestion ou sur des abus de droit. Mohamed Salsao, co-coordonnateur de la plateforme FIPOU Alternative Citoyenne, est-ce que vous êtes candidat à la candidature au sein de FIPOU? Moi-même, je ne suis pas candidat à la